Merci à toutes et à tous. Merci Tegredi pour l'organisation de cet événement et pour votre confiance par rapport à ce sujet. Bienvenue à cette table ronde intitulée De l'idée à l'implémentation, garantir le succès de la GenAI en entreprise. Nous allons discuter innovation, conduite de projet, intelligence artificielle. Nous parlerons confidentialité des données, coûts, usage, vision. Et à la fin de cette table ronde, notre objectif est que vous y voyez plus clair sur l'utilisation de l'IA dans vos entreprises ou pour vos clients. Je m'appelle Thomas Rano, je suis Cloud Solution Architect pour Microsoft et pour m'accompagner aujourd'hui dans cette réflexion, deux intervenants. Mehdi, tout d'abord. Bonjour Mehdi, bienvenue. Vous êtes Practice Manager IA pour Selenza et vous, Paul, Architect IA pour ExpertTime. Merci pour votre présence. Vous avez comme rôle tous les deux d'accompagner vos clients dans le design et l'implémentation de solutions IA. Et pour rentrer dans le vif du sujet, on est en 2025 maintenant. Beaucoup d'entreprises veulent faire de l'intelligence artificielle générative pour enrichir leur projet ou leur usage de la tech. Lorsque l'on sort un peu de l'usage chatbot, quels sont les principaux use cases que l'on peut trouver en entreprise? Et pour répondre à cette question, Mehdi, vous avez un projet sur lequel vous avez participé. Je vais vous laisser présenter tout de suite. Merci Thomas pour l'introduction. Merci tout le monde d'être ici avec nous. Tout à fait. Je voulais bien sortir du cas d'usage classique qui sont les chatbots, les assistants, etc. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de vous partager un retour d'expérience, un cas d'usage dans l'industrie des médias, qui est le bâtonnage de dépêche. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, moi le premier à l'époque, les dépêches, donc c'est des bouts d'articles qui sont envoyés au fur et à mesure aux journaux et aux magazines à partir des agences de presse, comme l'AFP, comme l'AP, comme Reuters, etc. Le but du bâtonnage de dépêche, c'est de reprendre ces dépêches-là, de les mettre, entre parenthèses, à la sauce de l'éditeur, du journal, et de les publier sur le site pour générer du trafic et augmenter les SEO du site. Donc c'est une pratique qui est très courante dans les journaux, dans les magazines, mais qui est très consommatrice de temps et pas du tout créative. C'est très répétitif parce que c'est des dépêches qui sont très simples, le but étant de reprendre la dépêche, de la réécrire par le rédacteur et de la publier. D'où l'intérêt de l'IA pour faire ces tâches répétitives et à faible valeur ajoutée, quelque part. Totalement. L'idée, c'est de bien automatiser tout ça. Vous, Paul, vous avez également un use case assez original pour le milieu hospitalier. Alors, je vais vous poser la question, vous demandez de réfléchir dans votre tête au dernier rendez-vous médical que vous avez pris et à quel délai vous avez réussi à trouver de la disponibilité de votre médecin, encore plus si c'est un spécialiste et peut-être encore plus si c'est un cardiologue, voire toujours plus si vous habitez dans un désert médical. Donc on a cette problématique qu'on connaît aujourd'hui en France, les médecins sont assez rares par rapport aux besoins qu'il y a et on va les solliciter finalement dans des protocoles après d'analyse d'enquête autour des patients, on va les solliciter pour faire du recueil d'informations qui peut être finalement assez rébarbatif parce que un médecin, un cardiologue par exemple va vous poser la question de vos antécédents médicaux, est-ce que vous avez été opéré, est-ce que vous prenez des médicaments, est-ce que vous avez des antécédents familiaux, est-ce que vos parents ont eu des maladies cardiaques également, est-ce que vous avez des facteurs de risque, enfin, je m'arrête là parce que vous voyez que ça pourrait durer 20, 30, 40 minutes et ça on demande de le faire à une personne qui a peut-être 10, 15 ans d'études, je ne sais pas trop, mais qui serait certainement beaucoup plus efficace uniquement sur la partie de diagnostic, voire à faire des opérations en bloc. Enfin, alors, on va pouvoir ici assister ce type de recueil de besoins, mais parce qu'on pensait aussi, et ça de l'avis d'ailleurs du médecin avec qui on a travaillé ça, on pensait que c'était intéressant de garder la relation au médecin, parce que des patients qui sont suivis depuis un moment connaissent la personne. On s'est dit que c'était intéressant de l'avatariser. Je ne sais pas si le terme existe, mais vous voyez le principe, c'est-à-dire qu'on a repris son apparence physique, on a repris sa voix, et aujourd'hui, ça, c'est des éléments qui se modélisent bien. On fait des modèles, on entraîne des modèles
qui sont sur la plateforme Azure Microsoft aujourd'hui et qui nous permettent d'avoir l'avatar du cardiologue qui parle avec la propre voix du cardiologue, avec même les expressions qu'il peut utiliser d'habitude, sa tonalité de voix, et qui va faire ce travail d'interaction avec le patient pour recueillir toutes les informations. On clique sur un petit bouton à la fin, on génère un compte-rendu qui peut être expédié à un collègue, à un spécialiste, à un autre spécialiste. Et on a fait gagner énormément de temps et on a laissé finalement à l'humain, au spécialiste, le travail pour lequel il est réellement formé et qui est son travail vraiment de spécialiste et de diagnostic médical. Le médecin peut se concentrer sur le diagnostic sur la base de tous ces éléments récupérés au préalable. On est, comme je le disais, en 2025, ça fait maintenant 3 ans qu'on entend parler d'IAGEN. Mehdi, de ce que vous voyez par rapport à vos clients, par rapport au projet, quelle est la vision en 2025 ? Comment est-ce qu'on définit un use case d'IA ? Quels sont les changements que vous avez vus par rapport à fin 2022 et l'apparition de ChatGPT ? Alors, très bonne question. Ce qui a été ce qui a un peu défini fin 2024, début 2025, c'est un changement de mindset chez les entreprises. Grosso modo, à l'apparition de ChatGPT et tous les modèles d'IA générative, il y a eu un gros intérêt de tester tout ça, donc beaucoup de POC, beaucoup de prototypage chez les entreprises pour voir vraiment s'il y a une valeur ajoutée ou pas. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sur une approche projet où on a déjà prouvé la valeur de l'automatisation, de l'IA générative dans tout ça. Et du coup, aujourd'hui, on est beaucoup plus sur un paradigme projet que vraiment des POC et du prototypage et du POV. La valeur est déjà là, est déjà comprise par les clients, par les organisations. On est plutôt dans une approche de réalisation maintenant, de projet, comme vous dites. Exactement. Et j'ajouterais juste le fait que si ce n'est pas fait à partir d'un prototype ou d'un POC, en général, juste en voyant ce qui se passe sur le marché et ce que fait la concurrence, on se pose aussi les bonnes questions pour dire est-ce que c'est le bon ton et le bon moyen d'y parvenir. Paul, par rapport au use case que vous avez présenté juste avant, comment on en arrive à cet avatar d'un médecin qui recueille des informations ? Comment le projet aboutit finalement ? Alors, il aboutit parce qu'on a discuté finalement avec une personne qui exerce réellement son métier, qui n'a rien à voir avec l'IA, mais qui se pose les bonnes questions de se dire quelles sont les parties que je peux essayer d'accélérer, d'automatiser, que je peux déléguer à ce qu'on appellera après un peu plus tard, aujourd'hui peut-être des agents. Et donc, c'est vraiment cette discussion-là. Et je rencontre aussi beaucoup de personnes en entreprise qui me disent je vois tout ce buzz qu'on a autour de l'IA, je sais qu'il faut y aller, je sais que la concurrence y va, mais je ne sais pas par quel bout le prendre. Et bien finalement, ce qui est assez utile, je trouve, de mon expérience, c'est d'aller vivre la vie des gens qui sont confrontés à des process d'entreprise, qui tous les jours doivent ouvrir 15 onglets parce qu'il faut naviguer entre le RP, le CRM, etc., qui doivent copier-coller entre des fenêtres des informations. Enfin, voilà. Tout ça, finalement, en les accompagnant, en regardant avec eux comment ils travaillent, on peut avoir des idées, nous, avec la connaissance qu'on a et l'état de l'art aujourd'hui des outils, et puis donner des pistes et dire, ok, ça, c'est quelque chose que la machine va faire très bien. Ou à contrario, là, c'est vraiment à ce moment-là qu'il faudra qu'il y ait un point de vérification, un garde-fou qui soit humain. Donc ça, c'est vraiment, finalement, l'approche où on regarde ce que fait le métier, et puis on continue, on les assiste, on essaye de leur proposer, et j'insiste bien sur le mot assister, hein, c'est bien proposer une solution d'aide, et non pas remplacer complètement ce que fait l'humain. Mais ça, j'ai envie de dire que c'est presque, finalement, une possibilité, et il y en a une autre derrière, et alors dans IAGEN, le gen, c'est peut-être pas que pour génératif, c'est peut-être aussi pour générationnel, parce que je pense qu'on est peut-être aujourd'hui aussi sur des outils qui sont finalement déjà acquis par une certaine génération, à la Z ou celle qui vient encore après, je ne sais pas comment elle s'appelle celle-là. Mais en tout cas, on a des personnes qui finalement aujourd'hui ont peut-être plus de puissance d'outils d'IA chez eux ou sur leur smartphone qu'en entreprise. Et donc là, on va se voir se développer aussi des cas d'usage finalement par la pratique, mais la pratique un peu cachée, ce qu'on appelle le shadow AI, donc les personnes qui vont charger des documents confidentiels de l'entreprise sur un chat GPT public et qui vont se faire aider pour résumer le document ou autre. Et s'il y a des responsables sécurité dans la salle, vous devez commencer à vous dire que ça, c'est pas forcément une bonne pratique. Donc on va être aussi
confrontés à ce type d'usage qui arrive directement des personnes qui maîtrisent ces outils. Oui, et combler ce besoin, finalement, d'exploitation de documents, d'IA générative par un usage interne d'entreprise plutôt que, comme tu l'as dit, par un utilisateur sur son smartphone. La confidentialité, justement, la sécurité des données, c'est des inquiétudes auxquelles vous êtes régulièrement confrontés chez vos clients. Comment aujourd'hui on rassure par rapport à ça, par rapport à l'usage de ces modèles d'IAGEN? Alors, de différentes manières. Je dirais la première façon de voir les choses, c'est surtout d'avoir un bon partenariat technologique. Typiquement, aujourd'hui, avec Azure, on peut avoir accès à tous les modèles récents OpenAI, mais tout en gardant cet aspect sécurité, responsible AI, éthique, etc., qui est plutôt garanti par Microsoft et par Azure. Donc c'est un vrai premier niveau de sécurité qui est garanti par l'éditeur, au lieu de passer par OpenAI directement, par exemple. Paul, si vous voulez ajouter quelque chose. Autre point important aussi, qui est souvent un critère des DSI qui ont envie d'intégrer des projets autour de l'IA et encore plus de l'IA agentique, donc d'avoir une certaine autonomie finalement dans les processus dédiés à l'IA, on va avoir la nécessité d'avoir une plateforme qui va unifier des aspects de sécurité, donc de connexion. Microsoft l'a annoncé il n'y a pas longtemps. Maintenant, vous avez les agents, donc des choses qui sont des éléments qui ne sont pas humains, sont à même titre dans l'annuaire qui s'appelle Entra ID chez Microsoft. Donc, dans l'annuaire d'entreprise, vous allez retrouver des humains, mais vous allez retrouver aussi des agents. Et donc tout ça, ça garantit finalement la sécurité, parce que comme vous avez un mot de passe pour vous connecter le matin, l'agent, il a aussi un profil et des droits associés, et il peut pas faire tout et n'importe quoi. Et donc dans cette plateforme, on va retrouver les aspects de sécurité, mais les aspects aussi de monitoring. On va retrouver finalement tout le cycle de vie d'un projet. Et puis aussi des points dont on reparlera peut-être aussi un peu plus tard, les parties évaluation, parce qu'on est en fait, et c'est ça peut-être un des paradigmes qui est le plus important dans les applications autour de l'IA, on n'est pas sur des choses déterministes, on n'est pas sur des programmes qui vont, si on l'exécute 100 000 fois, ils ne vont pas faire 100 000 fois la même chose. Vous faites le test avec un chat GPT public, vous lui posez une question, vous changez un petit peu l'ordre des mots, vous rajoutez une virgule ou autre, vous allez voir que la réponse va changer. Et ça perturbe les développeurs, parce que ça casse les tests unitaires concrètement, et ça amène une certaine variabilité qui est difficile à maîtriser. Et comment on essaye de la maîtriser? Par des stratégies d'évaluation. Et on rappelle l'engagement des différents cloud providers, pas que Microsoft, sur l'utilisation de ces modèles qui ne sont pas entraînés à partir de vos données, qui ne vont pas s'enrichir par rapport à ce que vous pouvez leur apporter comme contexte ou comme élément d'information. Ça, bien sûr, ce sont des engagements très forts de la part des cloud providers. Et donc, on rappelle l'importance d'utiliser une plateforme comme AI Foundry, par exemple, pour gérer tout le cycle de vie, finalement, autour d'un projet IA. J'ajouterais juste un point ici, Paul, par rapport à la plateforme, qui est très important, qui revient souvent au-delà de l'évaluation, c'est aussi le suivi des coûts. Derrière, on est en train de consommer des modèles qui coûtent très cher à l'éditeur, mais du coup, le coût aussi est répercuté pour nous. Et donc, il faut avoir une maîtrise granulaire de ce qui se passe, surtout en production, parce que dès qu'on commence à avoir une centaine et des milliers d'utilisateurs, les coûts vont très facilement exploser. Complètement. Très bon point. Très bon point. Cette obsolescence, quelque part, des modèles et toute la stratégie donc d'évaluation qui va avec pour garantir le bon déroulement de projet, ne serait-ce que le fait qu'on choisisse au départ le bon modèle par rapport à son use case, comment on la construit aujourd'hui et comment on la rend pérenne? C'est une question qui revient souvent. Et alors, si vous vous souvenez du 30 novembre 2022, là, le premier chat GPT qu'on a eu, c'était le modèle qui s'appelait techniquement GPT 3.5. Vous avez peut-être entendu parler des 4, 4.1, 4.5, O, O1, 2, 3, etc. Si on reste que chez OpenAI, et après on rajoute tous les éditeurs, tout ce qu'il y a aussi en open source. Et la question qui se pose, c'est vers lequel je vais aller. Alors on peut regarder les benchmarks publics, mais moi je trouve qu'ils sont assez
finalement assez limités parce qu'ils ils traitent pas forcément de cas réels qu'on peut avoir en entreprise, et puis ils peuvent être un peu biaisés parce que si on est assez intelligent dans le processus d'entraînement, on va soumettre les questions-réponses des benchmarks et on va réussir à améliorer les scores là-dessus. Donc aujourd'hui, en fait, ce qui est important, c'est vraiment de construire sa stratégie d'évaluation en fonction de ses usages en entreprise, de ce qu'on vise. Si c'est par exemple de la recherche de connaissances, on va écrire des questions, on va écrire des réponses. Quand je dis on, c'est des humains. Et puis, on va regarder ce que propose l'intelligence artificielle en face. Alors souvent, les humains vont me dire, oui, mais là, écrire 1 millier de questions sur 50 documents, j'ai pas trop le temps. Bon, heureusement, il y en a un qui a le temps, c'est le LLM, c'est le modèle de langage qui lui-même va faire ce travail. Et l'humain, peut-être, va juste arriver en validation et dire, OK, cette première génération de réponses, elle est correcte. Et j'ai maintenant ce qu'on va appeler le benchmark dataset. Donc, j'ai vraiment mon élément de référence et je le garde. Et maintenant, chaque fois que je vais changer de modèle, ou quand OpenAI va me proposer je ne sais pas si ça sortira un jour, le GPT 5.0, je serai capable de le repasser sur mon jeu de questions-réponses pour connaître la qualité de ce nouveau modèle. Donc, une évaluation d'un modèle par un autre modèle. Oui, ça peut paraître un peu bizarre, mais effectivement, c'est souvent quand même d'une manière pragmatique ce qui fonctionne bien, avec toujours l'humain en supervision. Toujours l'humain en supervision. Et donc ça, on imagine bien que ça peut s'automatiser facilement. Et donc s'intégrer à une chaîne de déploiement continu. Exactement. Oui. Cette évaluation, comment, une fois qu'on a le résultat, une fois qu'on a la validation du modèle qui dit « Ok, ce modèle correspond à mon besoin, il répond correctement à mes questions », comment, par la suite, je gère ces mises à jour ? Parce qu'on voit bien que les modèles, finalement, ils ont une durée de vie assez courte, ils évoluent très très rapidement. Comment on gère leur mise à jour une fois déployée au sein d'une application ? Alors, je peux reprendre un peu ce que disait Paul, dans le sens où la première démarche à faire, c'est toujours d'avoir une pipeline d'évaluation, que ce soit avec du LLM as a judge ou bien des métriques un peu plus classiques qu'on voit dans du machine learning classique. Une fois qu'on a notre pipeline définie, en fait, on reste dans le même paradigme passé. On a notre jeu d'évaluation, notre jeu de test, et donc comme les LLM sont plus aléatoires que déterministes, on aura besoin de faire plusieurs runs, plusieurs expériences pour le même jeu de données. Donc on aura besoin d'un peu agréger les résultats finaux, mais une fois qu'on a notre pipeline d'évaluation, en fait, on peut comparer directement ce qui sort de différents modèles et prendre bien sûr celui qui matche bien en termes de qualité, mais aussi en termes de coût. Parce que derrière, on peut avoir si on commence à parler des modèles de raisonnement du style O1, O2, O3, etc., si on regarde le pricing derrière, c'est vraiment un multiple de 5, 10, des fois de 40 par rapport à des modèles un peu plus généralistes, un peu plus adaptés pour le quotidien, quoi. Et qui en plus ne seront pas toujours pertinents en fonction de notre use case. Totalement. C'est pour ça que je veux bien mettre l'accent sur l'aspect coût derrière, parce que des fois, le meilleur modèle en termes de puissance n'est pas forcément le meilleur adapté pour notre cas d'usage. Comment on met en place une boucle de feedback par rapport à l'évaluation de ces modèles ? On nous renvoie un résultat, un score. Comment est-ce qu'on enrichit finalement cette évaluation avec des feedbacks ? Ça, c'est un point important et un point qui est un développement applicatif qu'on va concrètement rajouter. Vous connaissez tous le pouce levé, pouce baissé, ou alors une zone de commentaires. On va pouvoir annoter finalement la proposition faite par l'IA générative. Ça va être vraiment propre au scénario qu'on va développer. Et c'est effectivement important. Alors, non pas dans une stratégie comme on pouvait penser un peu le machine learning il y a quelques années, où ça doit être de la donnée corrigée qui va revenir, et de la nouvelle donnée d'entraînement pour réentraîner un modèle. On n'entraîne pas un GPT ou même un Llama tous les jours, et même on le fait pas soi-même d'ailleurs, mais on va plutôt être là pour corriger certaines choses, réajuster certains éléments. Ça peut être un prompt system par exemple, c'est-à-dire la commande globale qu'on va donner au LLM. Ça peut, différents éléments où on va pouvoir regarder
la fiabilité aussi jugée par les humains de l'application. Donc ça va être des indicateurs hyper importants à mesurer effectivement quand on va être dans la phase de production. Et je rajoute peut-être un ingrédient finalement, parce qu'on a cité quand même la plateforme, donc c'est cet outil où on va unifier vraiment le cycle de vie de l'application. On a cité les modèles, et effectivement c'est vraiment l'intelligence entre guillemets de cette application. Mais ce qui va faire le liant de tout ça, ça va être un framework. Donc ça va être finalement un langage qu'on va choisir aussi, alors qui tourne souvent quand même aujourd'hui autour du Python, mais pas que. Et ça peut être par exemple LangChain, mais il y a aussi Llama Index, Semantic Kernel, enfin il y a toute une série de frameworks qui existent aujourd'hui et qui vont nous aider à abstraire quand même un peu les choses et à finalement switcher assez facilement. Si un jour on se dit ok, on arrête OpenAI, on passe sous Mistral, on va espérer avoir le minimum de modifications de code à faire, et justement ces frameworks vont aider à abstraire la connexion au modèle de langage. Et permettre d'ailleurs une orchestration, si je ne dis pas de bêtises, au niveau du code et finalement envoyer un prompt vers un modèle plutôt qu'un autre en fonction de la question, en fonction du use case applicatif. Donc là, on a un vrai impact finalement de l'utilisation de l'IA au niveau du métier du développeur. Totalement, dans le sens où ici l'orchestrateur, son rôle va être aussi de permettre, donner accès au modèle à plusieurs actions possibles. Là, peut-être qu'on l'abordera un peu plus tard, mais pour la partie agentic, donc les agents, l'idée de l'orchestrateur aussi, c'est de permettre de rajouter du contexte extérieur via des API, via des bases de données, etc. Et même lui donner des actions possibles aussi via des API pour le coup. Très bonne transition. On va parler justement de la vision agentic AI, donc concept que tu as très bien défini à l'instant. Qu'est-ce qui change avec la vision agent par rapport au simple modèle conversationnel ? Paul ? Pour faire une métaphore avec le monde du bureau, le chatbot, c'est le collègue que vous retrouvez à la machine à café. Alors il connaît plein de choses, il discute, mais au final ça avance pas beaucoup. Alors que l'agent, il agit par définition. Donc c'est-à-dire que l'agent, il dispose vraiment de la capacité de réaliser des actions. Et ces actions, comment il va les faire ? En fait, il va justement s'appuyer aussi sur cette base de connaissances. Il va être en capacité d'aller rechercher de l'information. Il va avoir des outils donc, qui sont concrètement en fait, des petits bouts de code ou des fonctions qu'on va mettre à disposition. Et lui, il va aller choisir, il va ouvrir la boîte à outils, il va choisir le bon outil selon la tâche à résoudre. Et puis, il va aller dialoguer avec un système externe. Ça peut être justement aller écrire, l'utilisateur pose une question en langage naturel, le modèle de langage le traduit en SQL, donc langage pour interroger une base de données. Il se trouve qu'on a autorisé l'agent à aller lire une base de données, il va exécuter la requête SQL, récupérer l'information et la retransmettre à l'utilisateur. Voilà. Et donc on va avoir vraiment cette capacité d'aller interagir avec le monde externe qui entoure l'agent. Orchestration et choix qui sont donc opérés par le framework dont on a parlé juste avant. Et aussi, c'est ça qui est un peu souvent le plus magique, je trouve, quand on regarde des agents en fait en train de travailler, c'est qu'ils travaillent vraiment eux aussi sur le langage naturel. Alors, on n'est pas dans l'idée un peu folle que des agents pourraient inventer des IA pourraient inventer leur propre langage entre elles et puis prendront le contrôle du monde à la fin. Mais on est vraiment sur l'idée, quand vous définissez un outil, vous mettez ce qu'on appelle une docstring en développement, donc c'est vraiment une description de ce qui va être fait dedans. C'est ça qui va jouer vraiment le rôle de déclencheur sur le fait que l'action se lance ou pas. Donc on garde cette idée que vraiment le langage joue fortement sur la manière dont vont se dérouler les actions. Oui, puisque les agents communiquent entre eux en utilisant ce langage et vont éventuellement s'envoyer des instructions, finalement des prompts les uns aux autres. Ça pose un besoin, à mon sens, au niveau du système d'information, qui va être une exploitabilité des informations du SI par des modèles. Donc, on va avoir des besoins d'APIisation, des besoins d'ouverture des données. Comment on passe à l'échelle à ce niveau-là ? Alors, c'est un très bon point et c'est un des challenges majeurs qu'on a en ce moment, mais qui est dans un sens plus ou moins résolu grâce au MCP. Donc les MCP, en fait, c'est un protocole de standardisation de tout ce qu'on veut exposer comme information, donc comme base de connaissances.
et action possible à un LLM, donc à un modèle d'IA générative. Pour le coup, par exemple, si j'ai envie que mon agent puisse envoyer un message via Outlook, en fait, je vais devoir, comme tu le disais, Paul, lui exposer une API, mais lui dire exactement quel endpoint est pertinent et pourquoi. L'idée des MCP, c'est que en fait, il y a un format standard qui est fait pour tout le monde. Et du coup, moi, si j'ai besoin de communiquer avec donc mon agent, s'il a besoin de communiquer avec Outlook, je peux le faire avec un serveur MCP. Et le tien aussi. Tu n'as pas besoin de réécrire la même chose ou d'une façon différente pour faire la même chose. MCP, protocole de communication proposé par Anthropic, c'est bien ça? Exactement. Qui maintenant, finalement, se propage comme un standard pour ce besoin-là. Se standardise de plus en plus, qui a été adopté par OpenAI, par Meta et forcément par Azure du coup. Et qui se complète avec un deuxième protocole pour faire le tour de ce sujet-là. Donc MCP, c'est l'agent dialogue avec le monde externe. Et agent to agent, donc là c'est Google qui a initié ce second protocole, les agents discutent entre eux. Et là aussi, ça vaut le coup de normer les choses. Donc, je vous disais juste avant qu'ils pouvaient discuter en langage naturel, mais si on peut encadrer aussi la manière dont ils peuvent finalement savoir quels sont les autres agents qui les entourent, comment ils peuvent, quels sont les outils dont disposent ces agents, quels sont les meilleurs moyens de leur parler. Chaque agent peut avoir des prompts d'exemples pour aider à ça. Et on va améliorer aussi le fait que des scénarios qu'on appelle multi-agents et qui sont aujourd'hui quand même les plus incertains parce qu'on a toujours cet aspect non déterministe qui fait qu'on n'a pas la garantie qu'à un moment les choses vont se passer comme on s'y attendait. Donc quelque part, c'est un moyen pour les agents de se déclarer entre eux, de se dire hey, moi je sais faire ci, moi je sais faire ça. Tu peux m'appeler avec un prompt structuré de telle façon en m'envoyant tel argument et à ce moment-là je pourrais m'en servir. C'est ça l'idée? C'est bien ça. Okay. Mehdi, tu voulais ajouter quelque chose peut-être? Ouais, je vais juste repasser un coup sur l'évaluation parce que c'est très, très intéressant et lorsque on parle de systèmes multi-agents et on commence à avoir des accès à beaucoup de sources externes de données et plusieurs actions possibles, en fait on a besoin d'un moyen d'être sûr ou pas pour le coup que ces actions-là ont bien été respectées, que la stratégie mise en place entre les agents a été respectée ou pas. D'où l'intérêt d'avoir, si on fait le parallèle avec un peu donc le développement classique, avoir une trace. Le tracing est aussi très important lorsqu'on parle d'orchestration d'agents, de systèmes multi-agents, lorsqu'on même pour un agent unique qui a accès à plusieurs actions possibles et plusieurs bases de connaissances possibles. En fait, on veut être sûr qu'il respecte bien les schémas qu'on a définis dans le prompt system et dans les instructions qu'on lui a données. Et donc, typiquement sur Azure Foundry, aujourd'hui, il y a la possibilité du coup de faire ce genre de tracing et on voit exactement à chaque étape donc le plan fait par l'agent, par le LLM, qu'est-ce qui a été déclenché à chaque phase et qu'est-ce qui a été respecté ou pas, donc pour valider la qualité de l'agent derrière. Et comment on enrichit cette évaluation que l'on a, ce recueil de logs, comment on s'en sert concrètement pour améliorer les choses? Est-ce que ça se passe au niveau applicatif, au niveau de l'infra? Comment on agit là-dessus? Côté, si je peux dire, l'avantage d'utiliser une plateforme, c'est surtout de pouvoir débugger d'une façon visuelle, de voir un peu le plan et qu'est-ce qui se passe exactement à chaque niveau. L'avantage aussi, c'est de voir les coûts à chaque niveau. Ça, c'est méga important. Mais aujourd'hui, ça reste un debugging qui est fait d'une façon très manuelle, comme un développeur qui débug sans code, en fait. Ouais, je comprends. Il n'y a pas une façon automatisée comme avant ce qu'on faisait. Il y a une partie annotation qui est faite par-dessus et on réinjecte tout pour fine-tuner le modèle. On n'est pas vraiment dans ce contexte-là. Je
Je peux rajouter un petit exemple concret. Vous vous souvenez du cardiologue, mon avatar de cardiologue là, du début de la table ronde. En fait, j'avais besoin de le tester, mais le tester à l'échelle, on va dire, donc vraiment le solliciter sur beaucoup de simulations d'entretien pour voir si ça tenait la route. J'avais pas le temps, j'étais tout seul pour faire ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un petit LLM en face de mon avatar et donc ils ont commencé à discuter. L'avatar, c'est le médecin, le deuxième LLM, c'est un patient. Et donc je les fais discuter comme ça, donc c'est assez rapide. Hein. Je trace toute la conversation, ça fait quelques pages de texte retranscrit, et je fais ça 10, 100, un peu plus, 200 fois. Et là, je me dis, j'ai une bonne base d'études, mais j'ai peut-être 1000 pages de fichiers Word à aller regarder. Bon, et j'ai besoin de savoir si les discussions sont cohérentes. J'ai envoyé ce fichier Word à un LLM. Voilà, donc je mets un LLM qui va me dire, qui va analyser avec des critères spécifiques d'analyse. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que le compte rendu fourni correspond bien à la discussion qui a eu lieu? Donc voilà, donc on se fait aider comme ça et on arrive justement avec ces stratégies à fiabiliser de plus en plus ces applications. On en a parlé ce matin durant une table ronde, la difficulté d'estimer et d'analyser les coûts liés au modèle d'IA. Comment on suit ça aujourd'hui? Qu'est-ce que l'on a comme levier pour borner ces coûts et faire en sorte de ne pas exploser la facture? Oui, c'est une question qui est hyper importante quand on va passer en production ou passer à l'échelle, parce que c'est une droite, hein, c'est proportionnel. Si vous avez 5 utilisateurs, ça vous coûte 5 euros. Si vous avez 10 000 utilisateurs, ça va vous coûter 10 000 euros. Et donc, sauf après aller retravailler spécifiquement la façon dont vous payez l'utilisation de vos modèles. Donc en fait ici ce qu'on va pouvoir faire, c'est vraiment réduire, hein, comme tu le disais Mehdi aussi tout à l'heure, le choix, dans le choix du modèle, réduire en fait la puissance du modèle, et donc on va réduire son coût aussi, mais parce qu'on se sera assuré justement qu'on ne dégrade pas la qualité de service. Et puis on va travailler de manière peut-être un petit peu plus fine aussi sur des paramètres qui sont la durée de la réponse, enfin la longueur en token, hein, de la réponse. On va travailler sur la manière dont les instructions sont fournies, peut-être qu'on va pouvoir compresser aussi ces instructions. Donc on va avoir différentes pistes qui sont effectivement toute une stratégie un peu FinOps, qu'on pourrait dire, pour essayer de limiter les coûts. Un truc qui peut marcher bien, et on parlera peut-être rapidement aussi si on a le temps du X, hein, vraiment d'interface, c'est de dire, ok, l'utilisateur, tu vas poser cette question-là, tu vas demander par exemple quel était le score de PSG Inter de Milan, ça va te coûter 50 tokens. 50 tokens, ça fait 30 centimes. Est-ce que tu ferais pas mieux d'aller sur l'équipe.fr? Voilà. Donc on peut avoir cette stratégie-là aussi, où on évite le fait de tout passer forcément par le LLM. Là aussi orchestré au niveau du framework, peut-être? Oui, dans les garde-fous applicatifs qu'on va mettre autour de l'usage du modèle. C'est vrai que l'UX a un rôle important à jouer dans l'adoption de ces stratégies IA, effectivement. Je reviens sur ce que tu as dit juste avant. Est-ce qu'on n'est pas dans une approche LLMOps? Le fait de monitorer, de borner l'usage d'IA, est-ce que ça correspond à ça? Je pense qu'on aura tracé un peu tout le cadre du LLMOps, c'est-à-dire comment être en production. On a parlé effectivement du déploiement continu, de l'évaluation, du monitoring des coûts, du tracing. Tous ces critères-là auxquels on rajoutera quand même aussi, là, ce qui est un point important dans ces stratégies LLMOps, c'est comment les équipes, comment les humains eux aussi vont interagir avec tout ça, et comment ils vont venir suivre toute la chaîne de déploiement des applications. Quels sont, selon vous, les next steps par rapport à l'adoption de l'IA-Gen? On en entend parler partout, tout le temps. De votre ressenti concret sur le terrain, comment vous voyez la chose par rapport à l'adoption de ces nouveaux usages par les métiers? Est-ce que vous avez un retour là-dessus? Mon point, c'est déjà... Aujourd'hui, on est beaucoup plus sur une approche moins conservatrice par rapport à avant. Donc, on est sur de bonnes routes. Donc, je trouve que sur un aspect projet, lorsqu'on définit bien le périmètre, le cas d'usage, le périmètre, et une fois, en gros, lorsqu'on passe en production, qu'est-ce que ça va coûter en CAPEX et en OPEX, on a une ligne directrice pour bien implémenter tout ça. Aujourd'hui, on est beaucoup plus confiant sur les capacités de raisonnement et de résolution de problèmes par un LLM qu'il y a un an déjà.
Aujourd'hui, si on regarde la roadmap des éditeurs OpenAI, Meta, etc., on voit que en tout cas l'année dernière, tous les 2 mois, 3 mois, il y a déjà une nouvelle mise à jour de modèle. Donc les benchmarks surtout évoluent très rapidement. Pour moi, faut pas directement se brancher sur le dernier modèle qui est en vogue. À un certain moment, DeepSeek a beaucoup parlé de lui. C'est vrai. Il a été repris sur Azure aussi, notamment. Faut pas forcément se lancer directement sur la dernière tendance, maîtriser ses coûts, avoir quelque chose qui est bien rodé et beaucoup plus important sur le long terme. Et après, on peut, avec donc notre stratégie d'évaluation, on peut toujours switcher de modèle avec l'A/B testing classique et ce genre de stratégie qui est vraiment dérivée du développement et du produit qu'on voit tous les jours depuis 20 ans, quoi. Est-ce que vous voyez des métiers qui, finalement, vous sollicitent de façon proactive, qui ont déjà le use case tout posé, prêt à développer presque, voilà, une idée bien construite de ce qu'ils veulent faire, de pourquoi ils veulent le faire, finalement, un rôle de conseil qui est facilité par cette maturité du marché? Ouais, je rencontre beaucoup de personnes qui ont effectivement documenté tout leur processus, qui connaissent pas du tout l'IA, mais qui ont vraiment documenté leur processus de travail au quotidien et qui nous disent, là aujourd'hui, on a, par exemple, j'étais avec le secteur des ONG, donc bon, les budgets sont plus serrés, on n'est pas assez nombreux, il nous faut de l'aide. Et comment on va faire pour trouver de l'aide? On va le faire avec des agents d'IA qui vont réaliser une partie des tâches et qui vont peut-être prendre les 80% de tâches rébarbatives et nous laisser les 20% de tâches un peu plus complexes. Merci Paul. Je pense qu'il nous reste 2 minutes, si éventuellement il y a des questions dans la salle. Très bien. Merci à tous. J'espère que cette table ronde vous a permis d'y voir plus clair sur le potentiel et les usages IA-Gen en 2025. Merci Paul. Merci Mehdi. Et très bon après-midi à tous. Et si vous souhaitez poursuivre la discussion, nous restons sur le salon. Bonne journée. Merci. Merci.